Après avoir étudié les matrices et systèmes linéaires, voilà un nouveau chapitre sur la diagonalisation des matrices carrées. L'intérêt de ce chapitre est de répondre à la question suivante. Comment calculer facilement la puissance d'une matrice carrée? Pour n assez grand. Je vais traiter les notions de valeurs propres et vecteurs propres pour répondre à la question de diagonalisation et en s'appuyant bien sûr sur une application au système dynamique récurrent, précisément une application sur l'évolution du taux de chômage. Dans cette application, nous avons deux variables économiques qui sont x de t et y de t. Donc x de t, c'est le nombre d'actifs ayant un emploi au début de l'année t. Y de t, c'est le nombre d'actifs au chômage au même moment, c'est-à-dire à la même année. Donc mathématiquement, x de t et y de t sont deux fonctions numériques à une seule variable qui est t. T ici représente l'année. Donc c'est un nombre entier. Donc on suppose que 90% des actifs ayant un emploi l'année T ont toujours un emploi l'année suivante, c'est-à-dire T plus 1. De même, on suppose que 10% qui se trouvent en chômage. Donc de même, on suppose que 60% des chômeurs l'année T trouvent un emploi l'année suivante, contre 40% qui sont toujours en chômage. Alors ici, x de 0, c'est le nombre d'actifs ayant un emploi au début de l'année 0. Y de 0, c'est le nombre d'actifs au chômage l'année 0. Donc, pour t est égal à 0, on parle de l'année de référence. Alors, par exemple, si l'année de référence est 2020, alors pour cette année, t égale à 0. Pour cela, l'année 2023 sera mentionnée par t égale à 3. Okay? Donc t égale à 0 représente l'année de référence 2020 et t égale à 3 représente l'année 2023. Donc ici, t égale à 3, c'est 2023 moins 2020, tout simplement. D'après l'énoncé, x de t, c'est le nombre d'actifs ayant un emploi l'année t. Y de t, c'est le nombre de chômeurs l'année t. Donc, si on applique l'énoncé entre les deux années successives 0 et 1, on a le schéma suivant pour simplifier. Voilà, 90% d'actifs ayant un emploi l'année 0 ont toujours un emploi l'année suivante, c'est-à-dire l'année 1. Alors, donc, on peut noter ça. 80% d'actifs ayant un emploi gardent l'emploi l'année suivante. Okay. Et contre 10% qui se trouvent en chômage. 10% de X0 vont perdre leur emploi. Ils seront en chômage. Pardon. Donc ils seront ici. 10%. Pour les chômeurs l'année 0, 60% trouvent un emploi l'année 1. Voilà, donc ici, 60%. Contre 40% qui sont toujours au chômeur. Donc 40%, ils gardent leur situation de chômage. Donc ici. 40%. Donc on peut
traduire ça en équation. x1, ou bien x de 1, c'est-à-dire le nombre d'actifs ayant un emploi à l'année 1, est composé de 90% de x0 plus 60% de y0. Pour le nombre de chômeurs l'année 1, y de 1 est composé de 10% de x0. Il faut toujours mettre les variables en ordre. Et 40% de y0. On obtient donc ce qu'on appelle un système linéaire. Donc, de même, on peut écrire le système entre l'année 1 et 2. Donc, entre l'année 1, donc le nombre de chômeurs l'année 2, c'est toujours la même chose, les mêmes coefficients si vous voulez, plus 60% y1, y2, c'est 10% x1 plus 40% y1. Et pour une année t quelconque, donc pour généraliser, pour t quelconque, on aura le système suivant. Pardon, x de t plus 1 égale, voilà, donc c'est 0,9 x de t plus 0,6 y de t. Et le nombre de chômeurs l'année t plus 1, c'est 0,1 x de t plus 0,4 y de t. C'est un système linéaire, dynamique et récurrent. C'est un système linéaire parce que les variables sont en puissance 1. C'est un système dynamique car les variables x de t et y de t dépendent du temps t. Et c'est un système récurrent car on définit chaque terme à partir des termes précédents. On peut écrire ce système en utilisant la notation matricielle. Donc on va stocker les variables dans un vecteur. Donc x de t plus 1, y de t plus 1, égale, donc les coefficients de x de t dans une colonne, 0, 9, 0, 1, pour y de t, 0, 6, 0, 4. Voilà la matrice du système linéaire, fois le vecteur des variables. Voilà, donc c'est l'écriture matricielle. Écriture matricielle. On peut écrire alors x, bien grand X de t plus 1 égale la matrice A fois grand X de t. Donc avec ici le vecteur grand X de t, c'est le vecteur des variables x de t, y de t. Si on remplace t par t plus 1, grand X de t plus 1, c'est x de t plus 1, y de t plus 1. Donc la matrice A, c'est la matrice des coefficients du système. 0,9, 0,1,
0,6, 0,4. Donc la matrice A ici s'appelle matrice de Markov. Matrice de Markov. Pourquoi? Parce que la somme des colonnes égale à 1. La colonne 1, sa somme est 1. La colonne 2, sa somme est 1. Matrice de Markov. Pardon, ici, Markov. Dans l'énoncé, on a supposé que la population active totale est constante et la population active totale est donnée par le nombre de travailleurs, l'année T, plus le nombre de chômeurs. Okay. Le nombre d'actifs travailleurs et plus le nombre d'actifs en chômage. L'année T, ok. Donc l'année suivante, on doit avoir la même population active totale. Okay. On doit avoir l'égalité avec x de t plus 1 plus y de t plus 1. Donc pour cela, on vérifie, hein, d'après le système, on vérifie en faisant l'addition des deux équations. Donc on aura exactement x de t plus 1 plus y de t plus 1 égale x de t plus y de t. Et cela est vérifié pour n'importe quelle année. Même pour l'année 0 et 1, bien pour les deux années 0 et 1, on a x de 0 plus y de 0 égale x de 1 plus y de 1, etc. Donc toujours on a la population active totale et constante. Alors le vecteur x0 ici, c'est x0, y0. Ça donne la situation initiale des variables économiques. Donc on dit ici que x0 est la condition initiale. C'est la condition initiale. Donc on peut connaître la condition initiale. On connaît par exemple x0 et y0, c'est-à-dire le nombre d'actifs ayant un travail et le nombre de chômeurs, d'actifs en chômage, l'année initiale, ou bien l'année de référence, et on fait des prévisions les années suivantes. On cherche à répondre à la première question. Quel est le taux de chômage à long terme? C'est-à-dire quand t, le nombre d'années, quand t tend vers plus l'infini. Okay? À long terme, c'est-à-dire t tend vers plus l'infini. Alors, on commence par l'équation, ou bien l'expression de x de t, ou bien x de t plus 1. Okay? Donc x de t plus 1, en notation matricielle, c'est a fois x de t. Donc, pour t égale à 0, on écrit x de 1 égale a fois x de 0. Si x de 0, c'est la condition initiale. Voilà, donc on va chercher une relation de récurrence. X de 1, c'est a fois x de 0. X de 2, c'est a fois x1. On peut remplacer x1. Ça donne a fois x0. On simplifie, ça donne a au carré x de 0. Et ainsi de suite. On va trouver finalement pour t quelconque, on va trouver x de t égale
a à la puissance t, x de 0. Donc le calcul de la situation d'emploi et de chômage se simplifie au calcul de la puissance de la matrice A tout simplement. Okay? Voilà donc la relation pour calculer ou bien pour chercher le taux de chômage. On cherche le taux de chômage à long terme, c'est-à-dire quand t tend vers plus l'infini. Donc, le problème ici, ça revient ou bien au calcul de la puissance de A. Okay? La puissance de A pour t assez grand. Pour t tend vers plus l'infini. Okay? Donc, c'est pourquoi on fait appel à, à la notion de diagonalisation de A. Donc, donc, comme solution, on va utiliser diagonalisation de A. C'est-à-dire, on va écrire A sous la forme suivante. A égale P, une matrice P, fois une matrice diagonale, fois P moins 1, c'est-à-dire l'inverse de P. Comme ça, on trouve que A à la puissance T égale P fois la puissance de la matrice diagonale fois P moins 1. Donc voilà un bon résultat qu'on peut utiliser dans nos calculs. Si on trouve à diagonaliser la matrice A sous forme de P fois D fois P moins 1, alors la puissance de A est donnée par P fois D à la puissance T fois P moins 1. Alors que la puissance de la diagonale est simple. Hein, il suffit de mettre les éléments de la diagonale à la puissance T, tout simplement. Pour notre cas ici, D c'est une matrice de taille 2 fois 2. Et c'est une matrice diagonale, donc on l'écrit sous la forme suivante. D11, D22, 6, 0, 0. Donc c'est une matrice diagonale. Donc D à la puissance T quelconque se calcule facilement. Il suffit de mettre les éléments diagonaux aux puissances. En puissance N. En puissance T, pardon. T à la puissance T. Donc, D11 puissance T, D22 puissance T, ici 0, 0. Donc, on peut justifier pourquoi A à la puissance T, c'est P fois D à la puissance T fois P moins 1, en commençant par T égale à 2. Donc, T égale à 2, donc on aura A au carré. Si on suppose qu'on a diagonalisé A, c'est-à-dire A c'est P fois D fois P moins 1. Donc c'est A fois A. Donc au milieu, on a P moins 1 fois P, ça donne la matrice identité. Matrice identité fois une matrice quelconque, ça donne la matrice considérée. Donc au milieu, on aura D au carré tout simplement. Pour A à la puissance 3, c'est A au carré, c'est P fois D au carré fois P moins 1, fois A, fois P, fois D, fois P moins 1. Donc au milieu aussi, on a P moins 1 fois P, ça donne I, la matrice identité. Donc on aura D à la puissance 3 au milieu. P fois P moins 1. Et ainsi de suite. Donc on peut montrer comme ça que A à la puissance T, c'est P fois D à la puissance T fois P moins 1. Maintenant la question c'est comment écrire A égale P fois D fois P moins 1. Comment chercher la matrice P et la matrice D. Donc pour cela, on va parler de ce qu'on appelle
valeur propre et vecteur propre de la matrice. Okay? Valeur propre et vecteur propre de la matrice A. Et comme ça, lorsqu'on cherche les valeurs propres et les vecteurs propres associés, on va construire P à partir des vecteurs propres. Okay? Donc, pour la matrice de taille 2 x 2, on aura deux valeurs propres. Donc, P égale V1, par exemple V2. Okay? Donc, c'est une matrice constituée des deux vecteurs propres, pardon, V1, V2. Donc, on met le vecteur V1 dans la colonne 1 et le vecteur V2 dans la colonne 2. Et D, c'est la matrice des valeurs propres. Okay? Donc, on met en ordre la valeur propre, la première valeur propre dans la première position, dans le premier pivot, et la deuxième valeur propre dans la deuxième position de la diagonale. Normalement, on commence par calculer les valeurs propres. Ensuite, on cherche les vecteurs propres associés. Alors, comme définition, si on a A fois, c'est-à-dire la matrice A fois un vecteur V égale un réel lambda fois le même vecteur V, si lambda c'est un réel, alors on dit que lambda est une valeur propre de A. Et V, c'est le vecteur propre associé. V est le vecteur propre associé. Mais associé à lambda. Voilà donc la définition de valeur et vecteur propre. A fois V égale lambda fois V. Alors pour calculer les valeurs propres d'une matrice A, on utilise ce qu'on appelle équation caractéristique de la matrice A. Donc celle-là, c'est l'équation caractéristique. Déterminant de A moins lambda fois I égale à 0 s'appelle équation caractéristique de la matrice A. Donc si on résout cette équation, dans l'inconnu et lambda, on trouve ce qu'on appelle valeur propre de la matrice A. Donc dans cette équation, I ici c'est la matrice identité. Pour notre exemple, les matrices sont de taille 2 x 2, donc I c'est I2. C'est-à-dire c'est 1, 0, 0, 1. Okay? Donc lambda fois I c'est lambda, 0, 0 lambda. Donc les valeurs propres de A sont les solutions de son équation caractéristique, tout simplement. Donc on va prendre la matrice A de notre exemple et on va calculer ses valeurs propres en résolvant l'équation caractéristique. Voilà donc la matrice A. On calcule A moins lambda I. Puis on calcule le déterminant de A moins lambda I et on résout l'équation caractéristique. Donc ici l'équation caractéristique c'est celle-là. L'inconnu c'est lambda, donc c'est une équation de degré 2. On peut la résoudre en utilisant le discriminant delta. Okay? Delta ici, on va trouver que c'est 0,49. C'est différent de 0, donc l'équation admet deux solutions. Bien sûr, racine delta, on en aura besoin, c'est 0,7. Les solutions de l'équation caractéristique sont donc
lambda 1 égale à 0,6, c'est la première valeur propre, et lambda 2 c'est 1. Comme ça, on peut construire la matrice diagonale D qu'on cherche, okay, pour faire la diagonalisation de A. Une fois on calcule les valeurs propres de A, on passe au calcul des vecteurs propres associés. Donc pour chaque valeur propre, on calcule son vecteur propre associé, ou bien le vecteur propre associé. Par la formule suivante de définition, okay, A fois vecteur propre égale valeur propre fois le vecteur propre. Donc le vecteur propre précis, c'est un vecteur de taille 2 fois 1, donc deux éléments, une seule colonne, x1, y1. On va chercher ce vecteur propre en résolvant le système linéaire a fois v, ou bien a fois v1 égale lambda 1 fois v1. Donc on aura les équivalences suivantes. Et finalement, le système linéaire est équivalent à une seule équation, okay, parce qu'il s'agit de la même équation dans les deux lignes. Donc on simplifie à une seule équation. Okay. x1 plus y1 égale à 0. Donc deux inconnus, mais une seule équation, c'est-à-dire on a plusieurs solutions. Et nous avons besoin d'un vecteur propre quelconque. Okay. Donc on peut choisir un vecteur qui vérifie cette équation. Donc on choisit par exemple x1 égale à 1. Donc on choisit x1 égale à 1. Donc y1 est donné par moins x1, d'après l'équation, c'est-à-dire moins 1. Voilà, donc pour lambda 1 égale à 0,3, son vecteur propre associé, c'est le vecteur 1 moins 1. De même pour la valeur propre lambda 2 égale à 1, le vecteur propre associé est donné par l'équation AV2 égale lambda 2 fois V2. Donc on résout le système de la même façon. On va trouver l'équivalence suivante. Je vous donne la dernière équivalence. C'est 0 fois 1 fois x2 moins 0 fois 6 y2 égale à 0. Donc ici V2 c'est x2 y2. Bien sûr, on peut simplifier par 0,1 si vous voulez. Ça donne x2 moins 6 y2 égale à 0. Okay. Donc, deux inconnus mais une seule variable, c'est-à-dire on a plusieurs solutions. On choisit par exemple, pour simplifier, on choisit y2, on donne une valeur à y2 égale à 1, donc x2 égale 6. Voilà donc pour la valeur propre lambda 2 égale à 1, son vecteur propre, ou bien le vecteur propre de A associé à lambda 2 égale à 1 est donné par V2 égale 6, 1. Alors comme ça, on peut construire la matrice P pour faire la diagonalisation. Okay. La matrice P elle est donnée par, en ordre, les vecteurs propres V1 et V2. Donc on les met en colonne. V1 c'est 1 moins 1 et V2 c'est 6, 1. Finalement, on a
on a les deux matrices cherchées pour diagonaliser la matrice A. Okay, donc, D, c'est lambda 1, lambda 2 sur la diagonale, égale à 0,3, 0,01. P, en ordre, parce qu'on a commencé par lambda 1, donc en ordre, c'est V1 associé à lambda 1 et V2 associé à lambda 2. Égale à moins 1, c'est ça. L'inverse de P, elle est facile à calculer, okay? C'est 1 sur le déterminant, qui est 1 moins 6, c'est-à-dire 7, okay? Fois la comatrice, ou bien transposer de la comatrice. Donc ici c'est 1, ici c'est 1 et ici c'est moins 6. On peut vérifier évidemment que P fois D fois P moins 1 égale à A. Comme cela, on commence par calculer P fois D. Ensuite, P fois D fois P moins 1. Et ça donne, si on divise par tous les éléments par 7, ça donne 0,9, 0,1, 0,6, 0,4. Et c'est bien la matrice A. Donc, puisqu'on a pu écrire la matrice A sous la forme de P fois D fois P moins 1, avec D, c'est une matrice diagonale, et P, on l'appelle matrice de passage, c'est-à-dire, c'est comment on fait le passage vers la base des valeurs propres. Alors, ici, on dit que A est semblable à une matrice diagonale. Ici, c'est D. Okay? Donc, A est semblable à une matrice diagonale. Donc, on dit que A est diagonalisable. Okay? Si on peut écrire A sous cette forme, on dit que A est diagonalisable. Bien sûr, on n'a pas toujours A diagonalisable. Okay? Donc, voilà donc la diagonalisation, hein, de la matrice A. Comme ça, on peut facilement calculer la puissance de A, okay, par la formule P fois D à la puissance T fois P moins 1. Avec D à la puissance T, c'est facile à calculer. Donc, à long terme, c'est-à-dire à la fin du monde, la limite, bien la solution est donnée par limite de x de t, quand t tend vers plus l'infini, égale limite de a à la puissance t fois x de 0. Okay? Donc il faut calculer la limite de a à la puissance t, okay? Quand t tend vers plus l'infini. Qui sera donc p, c'est une constante, fois limite de d à la puissance t fois p moins 1. La matrice diagonale D, elle est donnée par les valeurs propres. Donc D à la puissance T, c'est 0,3 à la puissance T sur la diagonale et 1. Donc la limite de D à la puissance T, elle est donnée par la matrice 0, 0, 0, 1. Parce que tout simplement 0,3 à la puissance t, ça tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Parce que 0,3 à la puissance 0,3 pardon, il est strictement entre moins 1 et 1. Si on a un nombre entre moins 1 et 1 strictement, alors sa puissance vers l'infini, ça tend vers 0. On calcule donc la limite de a à la puissance t. Donc on trouve 1 sur 7, 6, 1, 6, 1. Comme ça, la solution à long terme est donnée par limite de x de t, grand X de t, c'est-à-dire tout simplement, on peut l'écrire en vecteur, limite
x de t limite y de t, c'est-à-dire le nombre d'actifs travailleurs à long terme et le nombre de chômeurs et le nombre d'actifs chômeurs à long terme est donné par la limite de a à la puissance t, c'est-à-dire 1 sur 7 fois 6, 1, 6, 1 fois x0, x de 0, c'est-à-dire le nombre de travailleurs l'année 0, nombre de chômeurs l'année 0. Alors si on note P, la population active totale, alors P est donné par x de 0 plus y de 0, bien en général x de t plus y de t, hein, parce qu'on a supposé que la population active totale est toujours constante. Donc comme ça, d'après le système, ou bien d'après la solution trouvée, on écrit que limite de x de t, c'est-à-dire le nombre de travailleurs à long terme, est donné par 1 sur 7, 6 fois x0 plus y0, bien 6x0 plus 6y0, ok, 6x0 plus 6y0, donc on factorise par 6, voilà, c'est-à-dire égal à 6 sur 7 fois P. P c'est x0 plus y0. De même, d'après la solution, limite de y de t égale à 1 sur 7P. Donc à long terme, on a les relations suivantes. X égale 6 fois y, ou bien x de t égale à 6 fois y de t, parce qu'on a la limite de x de t, c'est 6 sur 7 fois p, donc c'est 6 fois p sur 7, et p sur 7, c'est limite de y de t, donc x égale 6 fois plus y. Okay? Et on a aussi le y à long terme, c'est 1 sur 7 fois la population active totale. Donc d'après ces deux relations, on peut dire que le nombre d'actifs ayant un emploi est 6 fois plus élevé que celui des chômeurs, d'après cette première relation. Okay? Bien, on dit que le nombre de chômeurs à long terme, c'est 1/7 de la population active. Okay? C'est-à-dire que une personne sur 7 sera sans emploi à long terme. Okay? Alors, à long terme, le taux de chômage est donné par le nombre de chômeurs, le nombre d'actifs en chômage. Ici, c'est Y. Okay? C'est Y sur la population totale, la population active totale, sur P. Okay? C'est 1/7 P sur P. On simplifie par P, ça donne 1/7. C'est la proportion des chômeurs. Okay? On peut l'exprimer en pourcentage. Okay? Donc 1/7 c'est 0,1428. En pourcentage, on multiplie par 100, ça donne à peu près 14,28%. Voilà donc le taux de chômage. Taux de chômage à long terme, c'est 14,28%. On vient donc de répondre à la première question, le taux de chômage à long terme. Deuxième question, c'est le calcul du taux de chômage à une année quelconque, à une année T quelconque. Okay? Pour cela, on va utiliser une autre notation. Au lieu de travailler avec les
les fonctions x de t et y de t, on va utiliser les suites comme notation. Ok, donc x de t, on va la noter tout simplement par la suite xn. Okay. Y de t par la suite yn. Okay. Comme ça, x de 0, la condition initiale c'est x0, y de 0 c'est y0. L'année t plus 1, donc on va utiliser xn plus 1, ok, pour représenter x de t plus 1. Même chose pour y, ok. Voilà, donc le système, ou bien notre système récurrent s'écrit en utilisant la notion de suite. Xn plus 1 égale 0,9 xn plus 0,6 yn. Yn plus 1 égale 0,1 xn plus 0,4 yn. Ici, n est un entier. Représente le nombre d'années tout simplement. Et la notation de matricielle, on utilise grand X n plus 1 égale A fois, A c'est la même matrice, fois xn. Ici, grand xn c'est quoi? C'est le vecteur des variables. Des variables économiques, c'est xn, yn. Donc, grand xn plus 1, c'est xn plus 1, yn plus 1. C'est la situation à l'année n plus 1. Donc ici, c'est la situation à l'année n. Pour la situation à l'année n plus 1, donc c'est xn plus 1 égale xn plus 1 égale n plus 1. La solution, elle est donnée par x de t égale a puissance t fois x0. En utilisant la notion des suites, la solution est donnée par xn égale a à la puissance n fois x0. x0, c'est la condition initiale. Donc, une fois on diagonalise la matrice A, donc on peut calculer A à la puissance n quelconque par la formule P fois D à la puissance n fois P moins 1. Okay. Donc la deuxième question, c'est calculer le taux de chômage pour une année t quelconque, ici pour une année n quelconque. Okay. Donc il faut calculer x à la puissance xn, ok. Il faut calculer xn qui est xn yn pour n quelconque. Donc pour cela, il faut tout simplement remplacer, bien utiliser le calcul de diagonalisation. Okay. On va remplacer P et D et P-1 et on calcule xn en fonction de n tout simplement. Okay. Donc en commençant par a à la puissance n, c'est P, ça c'est l'inverse, pardon, c'est donc on calcule a à la puissance n en remplaçant p et d. Donc on aura le résultat suivant, okay. C'est-à-dire a à la puissance n en fonction de n. Donc ici n quelconque. Okay. Donc si on veut répondre à la question quel est le taux de chômage l'année 30, quel est le taux de chômage l'année 30 par exemple. Donc, on donne la solution par le calcul de x30. Okay. C'est-à-dire
égale à a à la puissance 30 fois x de 0, bien x0, la situation, bien la condition initiale. Okay. Supposons que la condition initiale elle est connue, donc il suffit de multiplier a à la puissance 30 par x0 pour avoir l'idée sur x30, y30. Okay. Donc finalement, on aura x30, c'est-à-dire le nombre de travailleurs l'année 30, y30, le nombre chômeurs l'année 30, égale a à la puissance 30 fois x0, y0. Donc pour a à la puissance 30, il suffit de remplacer ici, hein, il suffit de remplacer n par 30 et faire le calcul. Okay. Donc une fois au calcul a à la puissance 30, on fait le calcul de x, si vous voulez, de y30 à partir du système. Okay. Donc, et on exprime le taux de chômage par la formule y30, c'est-à-dire le nombre d'actifs en chômage l'année 30, divisé par le nombre total de population active, qui est donné par x0 plus y0. Okay. Donc le résultat, on l'exprime sous forme de pourcentage pour trouver le taux de chômage en pourcentage. Voilà donc la fin de cette vidéo. Bon travail.